أيثما ديسنا أزول ربي غيفون سيداتي سادتي السلام عليكم. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur les conditions avantageuses pour l'épanouissement et la réalisation des doléances amazirs. Nous, les Amazirs, comme vous le savez, à travers l'histoire nord-africaine, nous étions envahis de temps en temps par des colonisateurs étrangers et nous avons, les Amazirs ont su combattre les envahisseurs et les mettre en dehors du territoire de Tamazra, c'est-à-dire nord-africaine. Les Amazirs ont souffert à travers l'histoire et parce que le Nord-Afrique est un point stratégique. Ce qui fait que du point de vue de sa position importante géographique, de l'existence du détroit de Gibraltar, de l'existence de la Méditerranée au nord de Tamazra et de l'océan Atlantique à l'ouest, cette région a été, à travers le temps, objet d'envahissement et de colonisation. Mais, dans toutes les conditions, les Amazirs ont mis les envahisseurs à l'extérieur de notre territoire et de notre patrie, qui est la patrie des Amazirs. Si vous voulez, depuis le début du XXe siècle, les Amazirs se trouvent également dans des situations difficiles et délicates. D'abord, il y a la colonisation française et la France était une puissance très destructive à l'égard des Amazirs. La France n'a jamais aidé les Amazirs. Il les a tout le temps détruits et il les a tout le temps massacrés. D'ailleurs, dans mes études précédentes, j'ai fait tout un écrit sur la politique française à l'égard des Amazirs. Elle est néfaste. Par contre, la France, pendant tout le XXe siècle, était en symbiose avec les pays de l'Orient. Mais à l'intérieur du pays, les Amazirs n'ont jamais été les alliés de la France. Juste après l'indépendance, les gens qui avaient pris le pouvoir entre les mains et qui voulaient instituer au Maroc un parti unique, comme ce qui s'est passé en Algérie et en Tunisie, ils ont aussi marginalisé les Amazirs, méprisé les Amazirs et porté atteinte à leur physiquement et moralement. L'idée de ceux qui voulaient
instauré au Maroc le parti unique, il voulait que le Maroc soit une chaîne dans ce qu'ils appellent l'Empire arabe. L'Empire arabe ou l'unité arabe, qui pour moi quelque chose d'inexistant et d'utopique. Ça n'existe que dans les esprits des gens. Sur le plan pratique, rien à faire. Parce que le panarabisme qui a été lancé par les Occidentaux au début pour détruire l'Empire ottoman n'ont pas pu par la suite constituer un grand État. Au contraire, chacun voulut avoir sa principauté à l'Orient, je parle des gens de l'Orient. Et même en Nord-Afrique, cette idée de constituer des petits États liés à l'Orient a aussi été néfaste pour les Amazirs. Mais je vois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs portes plusieurs éléments, plusieurs événements, des conditions favorables pour l'épanouissement des Amazirs, pour qu'ils puissent défendre leur langue et leur civilisation. Moi, personnellement, je considère que le premier élément important dans le développement de l'identité amazigh au Maroc revient à notre auguste roi Mohamed, Sa Majesté Mohamed VI. Que Dieu le glorifie. C'est lui qui a ouvert les portes devant les Amazirs et devant l'identité nationale marocaine. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens qui avaient pris les ficelles du pouvoir au début de l'indépendance et qui voulu instituer un parti unique dictateur, ils pensaient constituer notre identité sur deux éléments, l'arabisme et l'islamisme. Les Amazirs n'existent pas, il faut les combattre, il faut les opprimer, il faut les punir. D'ailleurs, dès le début, ils disent qu'il faut réaliser des programmes, il faut arabiser l'administration, arabiser l'enseignement, arabiser les moyens de communication et propager ça dans tous les coins du Maroc pour que la langue arabe se propage et interdire la langue amazigh. Carrément. Même il y a un parti qui a essayé de poser un projet de loi pour punir toute personne marocaine qui utilise une autre langue autre que l'arabe dans les réunions officielles de l'administration, des conseils communaux, etc., au Parlement et tout ça. Alors donc, le premier élément positif pour les Amazirs qu'ils ne doivent jamais oublier et qu'ils devraient toujours avoir de la gratitude pour notre auguste roi, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, qui est un grand roi et qui va être un roi historique dans l'histoire de notre pays. Pourquoi? Parce que notre roi est un roi démocratique, est un roi juste, est un roi qui respecte les droits de l'homme. C'est un roi qui veut faire de son pays un pays moderne, cultivé, industrialisé, être libre et entrer dans les rangs des pays développés, que ce soit de l'Europe ou de l'Amérique. Donc,
les Amazirs ont cette chance, une chance grandiose, que ce soit dans son discours d'Ejdiel de 2001, que ce soit dans le Daher de la création de l'IRCAM, de l'Institut Royal pour la Culture Amazigh, que ce soit pour l'entrée de la langue amazigh à l'école, comme une langue, comme une seule langue, et non pas des dialectes, et en plus d'utiliser l'alphabet spécial aux Amazirs, que l'on appelle le Tifinagh, que ce soit dans le discours du 9 mars 2011, et surtout que ce soit dans la charte et dans la constitution de 2011, où il a été signalé dans le préambule de la civilisation amazigh comme un constituant important de la civilisation marocaine, et dans l'article numéro 5 qui postule que la langue arabe est la langue officielle et que l'amazigh est aussi une langue officielle. Bien sûr, les anti-amazirs ont essayé d'imposer une certaine cale, et nous souhaitons que la Constitution change pour supprimer carrément cette cale, cet obstacle. Parce que dans l'administration, malgré les directives royales, il y a encore des racistes qui détiennent des postes intéressants dans l'administration et qui font tout leur possible pour stopper la marche positive, historique des Amazirs. Donc, comme je dis toujours, nous les Amazirs, nous ne cessons jamais de rendre hommage à notre roi Mohamed VI. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est favorable aux Amazirs, c'est un peu l'ordre mondial. L'ordre mondial. Parce qu'actuellement, l'ordre mondial est un ordre qui défend les droits de l'homme, les libertés personnelles, les libertés individuelles, les libertés religieuses, les libertés... Et d'ailleurs, pour vous dire que le roi du Maroc est le commandant des croyants. Parce qu'avant, je pense, pour la dynastie almoravide, le roi du Maroc se nomme commandant des musulmans. Parce que le khalifa arabe qui était à Damas ou qui était à Bagdad, il se nomme le khalifa des musulmans. Donc le roi du Maroc n'accepte pas cette autorité, parce que nous sommes complètement séparés de la colonisation arabe des Amaouides. Les Amaouides colonisaient le Maroc. Ils avaient essayé des gouverneurs. Mais seulement les Amazirs, après, ils ont complètement chassé les gouverneurs du califat de Damas, et les rois du Maroc se proclament commandant des musulmans. Le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, se proclamait le commandant des croyants, parce que quand on dit croyants, les juifs aussi sont des croyants. Les trois religions monothéistes, les trois religions divines, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou la religion musulmane, toutes les trois, ce sont des croyants. Donc ils croient en Dieu, ils croient à l'unicité de Dieu. Donc ce qui fait que notre roi, il est le commandant des croyants. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais indiquer les positions honorables de nos rois à l'égard des Juifs. Que ce soit le roi
Mohamed V, que Dieu son âme, ou que ce soit le roi Mohamed V qui a refusé à ce que les Juifs du Marocains soient touchés par les racistes allemands, ou que ce soit le roi Hassan II qui a empêché les interventions extérieures pour faire peur aux Juifs marocains pour partir ailleurs. Il les a défendus et il leur a donné la liberté, mais a empêché toute personne de leur faire peur, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Mohamed VI, que Dieu le glorifie, nous connaissons ses positions à l'égard de la liberté de croyance et du culte. C'est un homme démocratique, ouvert et moderne, et qui adore son pays. Il est authentique et qui veut faire de son pays un pays développé, prospère, heureux. C'est ça. Et nous serons toujours avec lui et derrière lui. Le deuxième élément, je viens de le dire, c'est un peu l'ordre mondial qui est basé sur la liberté, sur la démocratie, sur les droits de l'homme, etc. Donc ce qui fait que l'ordre mondial actuel, il est contre les dictatures, il est contre les injustices à travers le monde. Et ça donne aux Amazirs la liberté, parce que les Amazirs sont tout le temps pacifiques. Ils sont tout le temps pacifiques. Ils refusent même leurs revendications, même dans les mauvaises conditions. Et ils n'ont jamais opté pour la casse ou pour le désordre. Ils adorent de vivre en paix. Ils sont très pacifiques. Et ils ne portent préjudice à personne. Et ils refusent l'injustice. Donc l'ordre mondial, il a anéanti les dictatures. Il en reste encore, si vous voulez, mais il les a complètement atténuées, il les a isolées, et ça donne, si vous voulez, c'est dans l'intérêt des Amazirs. Mais le troisième élément, parce que nous, ici au Maroc, il y a deux courants. Il y a deux courants qui sont anti-Amazirs. C'est le courant que l'on appelle le panarabiste ou les arabisantistes, et qui parle de l'unité des pays arabes, qui est quelque chose utopique, et qui considère que le Maroc est un pays arabe et qu'il n'y a pas d'Amazirs. Ils considèrent que les Marocains sont des Arabes. D'ailleurs, dans l'idée de départ du panarabisme, ils considèrent que le panarabisme est basé sur trois éléments. D'abord la race arabe, la langue arabe et la question du socialisme. Trois éléments. C'est trois éléments. Mais si vous voulez, quand l'Empire russe s'est proclamé communiste, alors à ce moment-là, il y avait au Maroc des partis socialistes qui sont liés un peu à l'Orient, et vous avez, après leur indépendance, vous avez 6 pays arabes qui ont opté pour le socialisme et le communisme. Le Yémen du Sud, l'Égypte, la Libye et l'Algérie, la Syrie et l'Irak. Et dans leur idée, c'est que toutes les autres races, que ce soit les Kurdes en Irak, que ce soit les Kurdes en Syrie, que ce soit certaines tribus dans la péninsule arabique, que ce soit les Africains au Soudan, que ce soit les Amazirs en Nord-Afrique, tout ça, on veut les assimiler par force. Mais, comme je voulais dire, nous, quand on était à l'école, on nous disait que les Amazirs sont originaires du Yémen. Voilà maintenant les découvertes archéologiques. C'est terminé.
C'est un grand mensonge que nous enseignait pendant des décennies. Depuis l'indépendance, moi j'ai appris ça à l'école. On me disait que les Amazirs sont venus du Yémen après qu'il y avait un barrage qui s'appelait le barrage de Marib qui s'est cassé et les tribus se sont enfuies. Et nous, les Amazirs, nous sommes originaires des tribus de Humayr. Et Humayr, en arabe, ce sont les Biriko. C'est ça, nous sommes originaires des tribus du Biriko. Et quand on est venu en Nord-Afrique à travers l'Égypte et l'Éthiopie, alors, nos ancêtres habitaient dans des grottes. Donc, nous étions des sauvages. C'est tout ce que nous enseignait à l'école à l'époque. C'est pour nous casser. C'est-à-dire que nous, les Amazirs, n'avaient pas de civilisation, tout ça. Et tout ça, c'est du mensonge. Et donc, l'archéologie, qu'est-ce qu'il nous dit actuellement? Les Amazirs sont les ancêtres du monde entier. Même au 19e siècle, les archéologues européens ont découvert à Casa, dans le cimetière de Sidi Abdelrahman, des squelettes qui avaient 100 000 ans. Et aux environs de Safi, des squelettes qui avaient 130 000 ans. Mais en Arabie Saoudite, en péninsule arabique, les plus anciens squelettes s'étaient trouvés au Yémen. Et ils avaient seulement 24 000 ans. Et malgré qu'ils ont 24 000 ans et la vie ici a commencé 130 000 ans, on nous enseignait à l'école que nous sommes venus du Yémen. Alors scientifiquement, logiquement, ce n'est pas acceptable. Après, les archéologues ont découvert des squelettes en Éthiopie. En Éthiopie, et ces squelettes avaient 100 000 ans, 200 000 ans. Ce qui fait qu'on considère que le plus ancien être humain qui a été découvert sur Terre est un homme africain du bassin du Kenya et de l'Éthiopie. Mais la découverte qui a eu lieu en 2017 par les archéologues marocains et allemands ont trouvé des squelettes, 5 squelettes dans la montagne de Igoud ou Héroud, et ces squelettes avaient une ancienneté de 315 000 ans. Ce qui fait que la première fois les êtres humains sont apparus au Maroc. Donc les Marocains, nous sommes les ancêtres du monde entier. Donc il n'y a plus droit de dire nous sommes venus d'ailleurs, etc. Comment on essayait de le dire. Mais il y a aussi une nouvelle découverte extraordinaire. C'est la découverte génétique. C'est la découverte de l'ADN. La carte, les Américains ont établi la carte ADN du monde en 2015. Et pour le Nord-Afrique, c'est l'ADN amazigh qui dépasse 90%. Et qu'est-ce qui vient après? L'ADN espagnol, l'ADN portugaise, l'ADN italien et l'ADN africain. Et après est venu même pas 1% de l'ADN arabe. L'ADN arabe n'existe plus en Nord-Afrique. C'est extraordinaire. Mais il y avait une deuxième étude qui a été faite par les Espagnols, par l'Institut génétique à Madrid et la faculté génétique à Madrid. Ils ont réalisé une étude en 2020. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Parce qu'ils ont fait l'étude de l'Espagne, du Portugal et du bassin méditerranéen. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est extraordinaire. Cette analyse, il existe en Internet, vous pouvez la chercher. C'est que tous les départements espagnols, tous les Espagnols dans tous les départements renferment l'ADN amazigh. Et quel est le minimum? C'est 29%. Et quel est le maximum? C'est 69%. Et la région où il y avait 69%, c'est l'Andalousie. Et quel est l'ADN arabe en Andalousie? C'est égal à 0. Et l'ADN amazigh existe même au nord du Portugal. C'est ce qui m'a étonné. C'est que le pourcentage de l'ADN amazigh au nord du Portugal est plus important que le sud du Portugal. Et puis l'ADN nord-africain, c'est comme l'étude américaine, c'est l'ADN est quasiment amazigh. Donc ça, si vous voulez, c'est très important. Parce qu'on nous dit avant, oui, mais seulement. Parce qu'ici au Maroc, il y a beaucoup de tribus qui s'étaient arabisées. Donc on a l'impression que la majorité des Marocains sont des Arabes, sur le plan linguistique. Bien sûr, parce que moi quand j'étais élève
élève au collège en 1966, à Khimisset, la majorité des gens ne parlaient pas le parler marocain, parce que la Darija n'est pas une langue arabe. Et il est mélangé, il y a moitié-moitié. Bien sûr, avec l'arabisation depuis l'indépendance, même la Darija, l'arabe est en train de prendre place à l'intérieur de la Darija, qui était majoritairement amazigh. Même sur le plan de la construction, il est amazigh. Et donc, cette découverte adéenne est très importante. Parce que là, il pose barrière avec toutes les idées qui veulent nous lier à la péninsule arabique. Les Amazirs n'ont rien à voir avec les Arabes. Les Arabes est un peuple qui habite en péninsule arabique. Les Amazirs habitent en Nord-Afrique. Mais ce n'est pas une raison de ne pas avoir de bonnes relations. D'ailleurs, notre roi, quand le Conseil du Golfe a sollicité le Maroc et la Jordanie pour être membre du Conseil, notre roi les a félicités, il les a remerciés, mais il leur a dit moi, je m'attache au Nord-Afrique et à l'Afrique. Et donc, si vous voulez, notre roi est attaché à son pays et à son peuple. Et il y a une autre chose, c'est que l'ADN nous a donné encore un autre succès. Vous savez que l'historien français Bernard Logan, vous pouvez le voir en internet, Bernard Logan a vu quelque chose de très important quand l'ADN des pharaons a été analysé. L'ADN des pharaons a été analysé, ils ont trouvé que les rois pharaons avaient une ADN égyptienne. Mais jusqu'au roi Shishnak, qui a pris le pouvoir en 950 avant Jésus. Eh bien, l'année amazigh, d'après l'histoire, l'année amazigh, et les Amazirs ont commencé la datation à partir de 950 avant Jésus, et on parlait d'une grande victoire des Amazirs sur les Égyptiens, et que le roi Amazigh est devenu également le roi des Égyptiens. Alors que les historiens égyptiens te disent mais c'est de l'utopie, ça n'a jamais, c'est du rêve. Les Amazirs n'ont jamais commandé l'Égypte. Mais quand on a trouvé que l'ADN du roi Shishnak, qui avait le pouvoir 950 avant Jésus, et que sa descendance, c'est-à-dire ses enfants ont commandé pendant 2 siècles et 25 ans, pendant 225 ans, et ce que l'on appelle actuellement la famille numéro 22 des pharaons, est une famille amazigh. Et donc, l'année amazigh que nous réclamons, les Amazirs depuis l'indépendance, et que l'administration n'a pas voulu considérer comme une année fictive, il faut la célébrer comme on célèbre aussi le début de l'année Hégire et le début de l'année chrétienne actuellement, et grâce à l'intervention de notre glorieux roi, le 14 janvier de chaque année, qui est le commencement de l'année amazigh, est devenu aussi une fête nationale. Et tous les Amazirs remercient le roi. Donc, j'ai dit qu'il y a d'abord notre roi qui a ouvert les portes aux Amazirs, l'ordre international qui est contre les dictatures, et aussi les découvertes archéologiques et les découvertes génétiques. Et certains vous disent mais 80%, 90%, c'est pas une race pure. Mais si vous prenez l'ADN des pays arabes tels que par exemple la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, vous n'allez pas trouver plus de 50% de l'ADN arabe, parce qu'il y a beaucoup de contacts. Et donc, nous sommes des Amazirs. Les Marocains sont des Amazirs. Mais
certains sont des arabophones et certains sont des amazigophones. Il n'y a pas de problème. Mais nous sommes unis. Et notre pays est uni. Et notre roi est notre parapluie. Et notre chef. Et donc, il y a ça. Ça, c'est 4 éléments. Le 5e élément, et ça, ce qui est très important, parce qu'il y a 2 mouvements, le panarabisme et l'extrémisme islamiste. Ces 2 courants sont anti-amazigh. Ils veulent complètement détruire Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a une race amazigh. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a une civilisation amazigh. Ils ne veulent rien savoir. Les panarabistes, ils vous disent, nous sommes un pays arabe et nous travaillons pour l'unité arabe. C'est pour cela que, et d'ailleurs, qui sont les chefs, qui sont les grands ténors du panarabisme? Jamal Abdel Nasser, Hafid al-Assad, Saddam Hussein, Gaddafi et Houari Boumediene. Ça, ce sont les grands racistes arabistes. Et il y a des conflits entre eux parce que Hafid al-Assad, il vous dit, je suis le père du panarabisme. Parce que le premier parti panarabiste, d'ailleurs le panarabisme, il a été créé par les Britanniques et les Français pour détruire l'Empire ottoman. Et ils se sont basés sur les penseurs chrétiens libanais. Et le premier qui a créé un parti panarabiste, c'est Michel Aflaq, qui est un chrétien du Liban. Et il a créé ce que l'on appelle le parti baptiste arabique socialiste. Le Hizb al-Ishtiraki al-Arabi الحزب الاشتراكي العربي. Et d'ailleurs, il est parti de la Syrie pour constituer le parti baptiste arabique socialiste en Irak. Et Saddam vous dit, je suis le père de l'arabisme. Hafid al-Assad, il vous dit, je suis le père de l'arabisme. Donc, les grands teneurs arabes, et d'ailleurs, n'ont pas pu se rapprocher pour essayer de constituer une unité. Au contraire, ils ont complètement disloqué leur pays. Donc l'ennemi des Amazirs ici, les panarabistes, ou je ne dis pas les Arabes sont nos frères, il n'y a pas de problème. Le Maroc et notre roi a des relations extraordinaires avec les pays du Golfe, qui sont nos frères et nos amis. Le Maroc, il est là pour les défendre, mais aussi, eux, ils défendent le Maroc. Donc, nous sommes pour des relations, mais nous sommes un peuple amazigh et nous sommes un pays amazigh. Et nous ne sommes pas des Arabes, mais ce n'est pas une raison de ne pas avoir des relations excellentes avec certains pays arabes. Mais pas avec l'Algérie maintenant qui veulent nous détruire, ni avec la Libye qui a créé le Polisario.